Tu veux faire le français ou non? Non, non, non. Well, welcome again. De rester si tard. Je salue les gens qui sont encore à la maison, tranquillement assis, en sirotant leur verre de vin. J'ai très hâte. Je suis très, très fière de représenter des membres comme ceux qu'on représente à la CEP. Les EC incarnent vraiment le cerveau analytique du gouvernement. L'ETR, c'est le visage bilingue de ce Canada. Et pour ce qui est des analystes à la Bibliothèque du Parlement, ils sont un petit peu dans l'ombre, hein? Ils sont un petit groupe aussi, mais ils font des choses essentielles pour appuyer nos parlementaires dans toute leur analyse et leur réflexion sur leur prise de décision dans les comités des communes et du Sénat. Les 2 dernières années, j'ai parcouru le pays d'un océan à l'autre 2 fois au moins. Et j'ai rencontré des membres un petit peu partout. Et ça, pour moi, c'est vraiment... c'est tellement nourricier. Ça me nourrit, ça me donne une énergie incroyable, ça me donne envie de défendre vos intérêts et d'aller de l'avant. Many of you may have read Catherine May's article. Beaucoup d'entre vous ont peut-être lu l'article de Catherine May dans le Citizen de ce matin. Je voudrais que les nouvelles syndicales fassent la une des journaux de façon un peu plus positive, mais même si je veux supposer que ma partie de la responsabilité pour cette crise, je veux qu'on puisse aussi, qu'on puisse tous ensemble apprendre quelques leçons de comportement éthique et parfois lorsque les règles sont inadéquates, est-ce qu'il faut tout le temps les suivre alors que tout le monde est d'accord pour qu'elles ne sont pas logiques? Comme Doran l'a dit pendant le débat, nous devons reconnaître ce que l'on peut changer et ce que l'on ne peut pas changer. Pendant ce processus, nous n'avons pas pu changer une règle existante, mais bien sûr, on a la grande occasion de le faire dans l'année qui vient. Et je veux y être pour aider le comité des statuts et des règlements à mener cet exercice et à prendre en compte toutes vos optiques. Je crois qu'on peut le faire très bien. Donc, il y a tellement de gens qui m'ont demandé pourquoi vous restez-vous. On vous a attaqué de tous les côtés. Vous avez été diabolisé. Vous avez été attaqué par des gens de l'extérieur. On vous a poignardé dans le dos. Pourquoi ne vous en allez-vous pas? Pourquoi voudriez-vous accepter tout ça? La raison est simple. Ça peut être... j'ai peut-être l'impression d'être très fière de moi. Je ne suis pas prétentieuse, en fait. Je suis quelqu'un de terre à terre. En fait, je pense que je suis la personne voulue pour faire avancer l'association, que je suis la personne voulue ou le bon leader pour la CEP à ce stade de son histoire. Comme notre ami Donald l'a mentionné, la force vient du nombre. Et la force est essentielle. On est dans un rapport de force. Et ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement poussé à aller tous dans la rue avec nos pancartes. La force ne s'exerce pas simplement par un militantisme traditionnel des années 70. Et on m'a beaucoup dépeint comme une espèce de égérie, rabble-rouser, comme si c'était juste ça que je voulais, envoyer tous les EC en grève, envoyer tous les TR en grève. Non. Mais la CEP a été trop longtemps un syndicat que j'appellerais élitiste ou bureaucratique. Un syndicat qui ne s'intéressait pas à faire en sorte que les RAND deviennent membres, qui ne s'intéressait pas à créer des sections locales dans des ministères où on a 800 EC, qui pendant 8 ans, 0 représentation locale, qui n'a jamais cherché à aller percer le mur très, très, très opaque d'agences centrales où les EC représentent 30, 40, 50, 60% du personnel. Aucune représentation locale en consultation.
dans ces agences centrales-là. Des gens critiquent le fait qu'on ait décidé de créer un fonds de défense. Bon, critique qu'on n'a pas encore adapté des termes de référence, mais ça s'en vient, je l'espère, rapidement. En fait, mon intention, c'est avant la fin novembre. J'ai l'impression qu'on va avoir un très, très long scène encore en novembre. Ils ne comprennent pas que le réaménagement des effectifs en 2014 n'a épargné personne. J'étais présidente de la section locale à l'ACDI en 2014, quand mon prédécesseur et le directeur des politiques étaient venus nous dire, vous savez quoi, il n'y en a pas de problème. Vous ne serez pas touchés. Dans les années 90, les ES ont été épargnés. Il n'y en a pas de problème. Mais tout d'un coup, ils se sont retournés de bord et ils ont dû se rendre compte que le nombre de leurs membres diminuait, la demande de services augmentait et tout d'un coup, on s'est retrouvé avec des déficits financiers. Et on nous a tous demandé de rajouter, de payer un petit peu plus pour nos cotisations syndicales. Et entendez-moi bien, moi, je ne suis pas du tout contre le fait qu'on puisse payer plus de cotisations syndicales. 48 $, c'est des peanuts. Mais la raison pour laquelle ils le faisaient, c'est parce qu'ils n'avaient pas été prévoyants. Ils n'avaient pas vu venir les attaques. Et donc, ils ont voulu qu'on fasse du rattrapage. Et ça a coïncidé exactement au même moment où le Bureau national a renouvelé une entente, un bail pour le Bureau national pour les 10 prochaines années à un coût de près de 900 000 $ par année de vos cotisations syndicales. Et moi, aujourd'hui, je vis avec ce contrat de 10 ans. Et ça, c'est des décisions qui ont été prises au même moment où on faisait. Alors, je ne veux pas cracher sur le passé, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup de mécanismes de consultation et d'interaction les uns avec les autres. Et je pense qu'on n'est pas encore rendu au point où je le souhaiterais, où je l'envisage pour l'avenir, mais on a fait des pas de géant avec une Assemblée générale aujourd'hui, qui est au moins, même aujourd'hui à cette heure-ci, après toutes ces heures, longues heures, on est 2 fois plus nombreux qu'à l'Assemblée générale où moi, j'ai fait le débat des candidats pour devenir présidente. Vous allez dire, ah, c'est rien ça, mais c'est un signe. Le sondage des membres qu'on a fait en 2015, quand 40 % des gens s'expriment, c'est quand même pas trop mal. So, all this to say... Donc, tout ça pour dire, si j'abandonnais maintenant, ou à moins que les membres choisissent de me retirer, bien sûr, je respecterai toute décision démocratique, mais je crains que la CEP revienne un syndicat passif comme avant, et un syndicat que personne ne voit ou n'entend. Et sauf là où les dirigeants locaux, on fait pression pour qu'on s'implique, parce qu'il y a des sections locales fortes. Dans ces endroits, ça pourrait continuer à fonctionner. Mais là où il n'y a pas de section locale, actuellement, eh bien, ça pourrait disparaître. Cette dernière année, on a consulté les membres à plusieurs occasions sur la préparation à la grève. On nous a accusés de sondages qu'on a eu pour ne pas être, qui n'a pas été scientifique. On n'a jamais prétendu qu'il l'était. On pensait qu'il nous fallait savoir de la part des membres ce qu'ils pensaient. Et je semble perdre la trace ici, mais dans mon rapport, je crois, de présidente, il y a une composition plus nuancée de l'effectif. Nous avons une grande variété d'opinions maintenant qui sont représentées au syndicat. C'est intéressant parce que dans le contexte des plaintes, on s'en est pris à moi pour avoir voulu un sondage sur les priorités de négociation. J'ai fait pression pour un sujet pour qu'on le mette à l'ordre du jour et ça, c'était suite à la consultation que j'avais demandé aux membres de tout le pays de participer. Et après 10 ans de gouvernement conservateur, on n'avait plus la possibilité de participer. C'était important de remettre cela sur la table de négociation et certains dans l'équipe de négociation disaient « Oui, on sait ce que veulent les membres, on n'a pas besoin de faire un sondage. » Et pourquoi s'en inquiéter? Moi, je n'ai jamais entendu que les membres dire que c'était important. Alors, pourquoi poser la question? Eh bien, croyez-le ou non,
après le congé de maladie et l'invalidité de courte durée, eh bien, ça a été la grande priorité, la plus grande priorité pour nos membres. La voix des membres est importante, finalement. Les médias sociaux ont été très durs à mon endroit. Une des candidates présentes dans cette salle est l'auteur de beaucoup d'attaques. Je suis chanceuse d'être dotée d'une couenne vraiment dure. Je remercie mes parents très souvent de m'avoir donné une certaine confiance, un sens que tu sais ce que tu as fait, tu sais ce que tu n'as pas fait, agis selon ta conscience. Ça m'a protégée contre bien des pacotilles. On m'a comparé à Staline, Hitler, Big Brother, Mike Duffy et même à Donald Trump récemment, c'est le fun. Je peux en tout cas vous dire que moi, tout au long de cette crise, je me suis plutôt identifiée à Hillary Clinton. Et non pas parce que moi, j'incarne l'establishment comme elle, non. Là, c'est plus à Bernie que je m'acoquine. Mais parce que comme elle, toutes mes actions les plus anodines ont été épiées, interprétées, montées en épingle et condamnées sans procès. On m'a dit que j'étais corrompue, que j'avais donné de l'argent à mes amis. On a dit ça en disant que c'était des vérités. La semaine dernière, avec la défaite d'Hillary Clinton aux élections américaines, il y a un sentiment qui s'est cristallisé en moi. Les femmes leaders qui sont fortes et efficaces font toujours face à des attentes exponentiellement supérieures à leurs collègues masculins en toutes choses. Elles sont aussi perçues comme menaçantes, et ce, non seulement par les hommes, mais par les femmes aussi. Alors ce soir, je viens vous demander de ne pas me faire subir le même sort que Hillary a subi la semaine dernière. La meilleure raison étant que le travail infatigable que j'ai fait depuis 2 ans, ceux qui ne sont pas mes ennemis jurés attesteront qu'il a toujours été fait dans le meilleur intérêt des membres, avec diligence, passion, énergie et ouverture d'esprit. Depuis que je suis à la présidente, je n'ai pas cessé d'insister sur l'importance de prendre régulièrement le pouls des membres et de le relayer à l'employeur, notamment par la consultation patronale syndicale. J'encourage des sections locales qui sont efficaces et démocratiques à consulter les membres sur les enjeux spécifiques que vous vivez dans vos ministères. Et là, les dirigeants de sections locales vont être outillés avec des questionnaires à aller envoyer à leurs membres avant les consultations patronales syndicales afin d'être vraiment le haut-parleur des soucis de leurs membres. Nos rencontres des dirigeants de sections locales, avant, c'était un information dump. Maintenant, c'est un lieu d'échange où on essaie d'échanger des meilleures pratiques. Le vote pour ma destitution a été initié par une pétition dont un peu plus de 100 signatures, on le sait maintenant, ont été obtenues par des allégations sans fondement. Dans le cadre de ce vote, je vous demande de rejeter cette manière de faire, mais il est surtout important de cesser ces luttes intestines et de pouvoir et de se focaliser exclusivement sur les intérêts des membres. J'estime que l'orientation du programme sur lequel j'ai été élue répond à nos besoins en tant que syndicat responsable, engagé et qui prend au sérieux l'engagement des membres et vise à refléter fidèlement leurs priorités. If those who oppose me... Si ceux qui s'opposent à moi proposent une nouvelle vision pour le syndicat, je vous en prie, je les invite à le faire au cours de l'élection générale de l'année prochaine. Je serai heureuse d'en discuter. J'en serai heureuse d'en discuter avec eux dans un cadre empreint de respect mutuel et où on insiste sur les idées et non sur les insultes. Je suis convaincue que vous supportez ma vision. Vous allez essayer d'encourager vos collègues, vos amis, vos membres à faire que l'on continue sur ce chemin progressiste sur lequel nous sommes. Les techniciens, Kathleen, d'entrée de jeu, parce que ça se peut qu'à la fin, on n'ait pas le temps. Et je veux juste dire que la CEP a reçu un avis juridique à l'effet que s'il y avait moins de 100 signatures sur la pétition qui demandait ma destitution, la pétition ne serait plus valide. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens ici dans la salle qui ont d'abord signé cette pétition-là et qui seraient prêts à ne plus la signer ou qui ne seraient plus prêts à la signer.
ça fait partie des options. Merci. Merci. Okay. So we're going to go to your questions and. Alors, je vais vous laisser faire des commentaires et des questions. Je vous demande de respecter les questions. Je vous demande de vous présenter encore une fois, de faire un commentaire ou de poser une question. L'idée, c'est de permettre au plus grand nombre de personnes possible. Donc, je ne veux pas que vous posiez 42 questions. Ça peut être un commentaire et une question, par exemple? Non, ce sont que des commentaires, là. Je vous limite à 3 minutes, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait... Il est là. Oui, on demandait pour qu'il y ait autant de gens qui puissent voir ça. Voilà, on nous le projette. Voilà, on va respecter ces 3 minutes et vont essayer de maintenir ces idées de professionnalisme et de respect. Et Emmanuel, entendant tout le monde, oui, oui. Et à la fin, si vous voulez, vous pourrez faire quelques commentaires. Ça paraît bien. Allez-y. Merci beaucoup. Je connais Emmanuel depuis plus de 10 ans. Rappelez-vous votre nom. Mim Walik de Affaires mondiales Canada. Donc, c'était une collègue, une amie. C'est une personne très passionnée que je connais dans la fonction publique. Elle travaille incessamment pour défendre les droits humains et les droits des enfants. Et elle a toujours eu en haute estime les valeurs et l'éthique de la fonction publique. Alors, on l'a élu parce qu'on voulait moderniser notre syndicat. On savait que les temps changeaient et que la CEP n'était pas bien pour un poste, une position de négociation désengagée. Donc, en assumant la présidence, elle a mis au point, elle a appliqué le programme sur lequel elle a été élue. Et ce faisant, elle a fait en consultation avec les membres, avec les votes en ligne et les sondages. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ont été choqués d'entendre les allégations dont elle faisait l'objet. On sait maintenant que c'était simplement une campagne politique diffamatoire lancée par quelques personnes qui étaient contre son programme progressif. Est-ce qu'on voit pendant l'enquête? On voit pendant des semaines et des semaines une baisse de ressources humaines et financières, 300 000 $ pour être exact. On a vu vraiment une campagne de médias sociaux vraiment affreuse. C'était vraiment très peu professionnel et terrible. Et on a vu une excellente présidente et sa famille de souffrir de ces attaques personnelles. Eh bien, pourquoi? Parce que quelques personnes ont décidé de prendre une telle mesure au lieu d'aller au débat, à la discussion et peut-être à la médiation. Et on a même le signataire, l'auteur de la pétition, qui est venu, qui a été honnête, qui a dit en fait qu'il s'était trompé et qu'il espérait ne pas avoir pris ce chemin. Mais moi, je suis vraiment surprise et dégoûtée par cette situation. Je suis très inquiète que nos statuts et nos règlements ont permis ce genre de choses de se produire. Mais je suis heureuse de savoir que tout le monde est prêt à ce qu'on les révise. Et je suis heureuse de voir que notre présidente a été envoyée 5 semaines, mais qu'elle va faire l'objet d'un vote de révocation. Mais ceux qui, en fait, ont pu faire ce qu'ils ont fait sans que cela ait des répercussions, c'est tout à fait inacceptable. Et certaines de ces personnes sont candidats pour être au comité national. Alors, où on va de là? Comment rectifier cette erreur? Eh bien, tout d'abord, faisons preuve d'ouverture, de transparence, de justice, jusqu'à ce que toutes les enquêtes soient terminées et que les résultats soient transmis à tout l'effectif. Et je ne crois pas qu'avant cela, le vote devrait avoir lieu, s'il doit avoir lieu. Il faut réviser, bien sûr, nos statuts et nos règlements. Il nous faut voter pour ceux qui seront constructifs au Conseil exécutif national, rien de moins ne sera possible. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je sais que je ne suis pas la seule à être de cet avis. Merci. Miranda Dick. Je ne veux pas trop prolonger, mais si des membres ont des questions sur le harcèlement de certains membres, y compris moi, que nous avons dû subir avec cette administration, si vous regardez la définition de l'intimidation, donc vous verrez que c'est le cas.
Eh bien, pour le programme progressif, je suis l'une des personnes qui a voté pour vous. J'étais excitée d'être plus impliquée à la CEP. J'ai aimé le programme. Je vous rappelle que vous avez été élu par 2 %. Si vous parlez de 135 membres qui ont signé la pétition, il faut regarder ceux qui ont vraiment voté pour vous faire venir. Donc, j'ai été très déçue de constater qu'on avait une dirigeante qui ne respecte pas les règles. En tant que femme, personnellement, je regrette que vous preniez comme excuse en disant que ce sont des attaques politiques parce que vous êtes une femme, mais vous êtes une femme forte. C'est absurde. C'est une offense à notre syndicat. En tant que membre des sections locales, en tant qu'être humain, le droit de base de la sécurité au travail n'est pas respecté dans les bureaux de la CEP. Comment avoir une présidente de la CEP qui ne respecte pas ça? Il ne faut pas. Vous dites que vous n'oubliez jamais ce que les membres veulent. Eh bien non, c'est pas ce que je veux. Je veux que nous soyons un syndicat fort et que ceux qui travaillent dans notre bureau soient traités avec respect. Donc, nous connaissons la vérité, nous savons ce qui se passe. Et la vraie force, ce n'est pas la colère, ce n'est pas l'agressivité, ce n'est pas de maltraiter le personnel. Bon, je vous rappelle que ce qu'on a dit avant, essayons de nous en tenir aux faits et de faire attention à faire des allégations qui pourraient être difficiles à prouver. Alors, je vous demande d'être respectueux. Je crois que ces dames étaient là avant vous, monsieur, si vous voulez bien. Thank you. Good evening. Pellet. Oui, je vais baisser. C'est ça. Voilà. Je travaille à Environnement et Changement climatique Canada. Donc, un commentaire. On se trouve ici avec une présidente qui a vécu une intense campagne de salissage. Parce que vraiment, quand on regarde, le seul argument qui a été jugé, la seule plainte qui a été jugée recevable est basée sur la parole d'une personne. Donc, c'était une personne contre elle. On a jugé que c'était la personne qui avait raison. Mais une intense campagne de salissage, non seulement de manière formelle à travers la pétition frivole, mais également dans les médias, qui a su passer à travers ça avec beaucoup de dignité et de courage. Et je voudrais saluer son courage et sa dignité, qui a accompli un travail extraordinaire, qui a changé beaucoup de choses depuis qu'elle est là à la présidence. Malgré tout ça, malgré le fait que la totalité quasiment des accusations étaient frivoles, elle a subi une sanction très sévère et dont la justification pourrait être discutée. À la lumière de tout ça, je trouve personnellement que d'ajouter un vote de destitution est quasiment obscène d'un point de vue humain, en regard de tout ce qu'elle a déjà vécu et de tout ce qui a été prouvé. D'un point de vue stratégique, je trouve que c'est également fortement discutable. On a déjà dépensé assez d'argent dans toutes ces querelles qui sont un petit peu dignes d'une cour d'école. Et c'est également discutable d'un point de vue stratégique, alors qu'on est en plein dans des négociations importantes. Et je conclurai par une interrogation qui fait écho à ma collègue qui est venue tantôt parler. Donc, il y a eu sanction pour la victime. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va être fait? Est-ce qu'il va y être des sanctions qui vont être données pour les personnes qui ont lancé cette cabale et qui ont fait perdre tant de temps, d'argent à chacun des membres? Merci. Merci. À vous la parole, monsieur. Carrie Max, Affaires mondiales Canada. J'aimerais exprimer ma déception profonde concernant les actions d'une partie du Sénat qui semble avoir permis leurs problèmes politiques et personnels de miner le syndicat. Je suis surpris que si on doit accepter le fait que le Sénat a imposé une sanction grave, sévère, à la présence de l'homme qui a essayé d'orchestrer la chute parce que les avis juridiques n'ont pas pu prouver le contraire, et Tanis qui est sans préjugés et contestée elle-même pour des conflits d'intérêts perçus. Et tant qu'aucune des personnes impliquées dans ce fiasco semble avoir décidé de démissionner, reconnaissant leur conduite antiprofessionnelle, je dirais que le Sénat reçoivent une formation dans les résolutions de conflits et je leur demanderai de se retrouver pour essayer de régler la crise qu'ils ont créée. Merci.
Allez-y. Finas Bruce, emploi et développement social. C'est ma deuxième AGA. Vous savez laquelle était la première? C'était pas drôle. Donc, la dernière fois que j'étais là, les gens étaient choqués par la plainte, la pétition. Ils ont été surpris de voir que le CED n'était pas uni. Et ce n'est pas dans notre intérêt. Et on a parlé aussi de questions personnelles. Donc, en tant que membre qui a lu la lettre d'un plaignant et des présidents, des vice-présidents, je regrette de voir que lorsque on vous traînait dans la boue alors que vous n'aviez même pas de contrat. Donc, le vice-président, quand il a mené la plainte, on a demandé aux membres à la réunion s'il allait démissionner. Si les allégations ne seraient pas fondées, il avait dit que oui, et on a vu sa déclaration. Mais depuis le résultat de l'enquête, on n'a pas reçu de l'aide du vice-président. On ne l'a pas entendu parler. En tant que membre frustré qui recherche des responsabilités et de la transparence, j'aimerais savoir ou j'aimerais encourager une réponse du vice-président du Sénat sur les prochaines étapes. Est-ce qu'une démission aura lieu? Est-ce que ce sera dans notre intérêt d'avoir des élections ensemble plutôt que de retourner au système? Et en gros, une réponse parce que je ne sais pas ce qui se passe au Sénat. Je reviendrai à vous, madame, dans un instant. À vous, monsieur. Il semble que les gens de la... Encore une fois, présentez-vous, s'il vous plaît. Faïl Tari, de Service Partagé Canada. Il semble que ceux qui s'opposent au programme progressif d'Emmanuel ne vont s'arrêter à rien. Tout au début, c'était des allégations de comportement inapproprié. Maintenant, c'est contre le comportement, contre le personnel de la CEF. Demain, je ne sais pas ce que ce sera. Alors, on voudrait que ça arrête. Très bien. Merci. À vous, madame. Stéphanie Mehta, section locale 512. Moi, je reprends les remarques à mon compte de ceux qui ont parlé. Je me suis portée volontaire pour être la secrétaire de la section locale. Je n'ai pas toute l'histoire, mais je ne peux pas croire qu'on aille de l'avant sans regret. Je ne sais pas comment je pourrais recruter d'autres personnes dans la section locale avec sans... Je ne veux même pas donner la parole aux gens. Ça va être difficile. Je crois que on a vraiment besoin d'une formation pour les conflits d'intérêts. Il faut comprendre la perception des conflits d'intérêts parce que c'est très dommageable. Les excuses doivent être faites contre les personnes et contre nous tous, les membres, qui ont été confrontés, enfin, qui ont reçu un affront plutôt. Alors, notre collègue d'Affaires mondiales et la personne qui a parlé avant moi, il faut que ça se termine. Et je ne veux pas d'autres confrontations. Il faut qu'on mette un terme à tout ça parce que je ne sais pas comment continuer avec un respect si bas. Merci, madame. À vous, monsieur. Je ne veux pas m'attarder sur les détails de tout ce qui s'est passé. Je veux juste exprimer ma déception en tant qu'être humain, en tant qu'économiste, de voir que des comportements comme ça, on voit ça dans une organisation comme la nôtre. Je trouve les commentaires immatures comme des insultes, que tu as mentionné tantôt, là, comme des Staline, puis des Hitler, puis des affaires de même. Je trouve ça incroyable qu'on parle même de donner des cours à des gens pour essayer de les rendre humains, les rendre simplement avoir du bon sens. Je trouve ça tellement décevant de la part de professionnels ou des soi-disant professionnels, parce que je trouve que le comportement que j'ai vu, que j'ai depuis quelques mois, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas humain. Je trouve ça décevant. Merci. Merci, monsieur. André? Oui, André Picotte, VPTR. Simplement pour dire, par suite d'un commentaire
sur le fait que le SEN devrait prendre des mesures pour harmoniser les choses, simplement pour dire que le SEN a déjà pris des mesures dans ce sens-là. Je ne veux pas m'étendre dans les détails, là, parce que ce n'est pas le lieu, mais on est conscient de la situation au SEN et on a pris des mesures qui visent à harmoniser la situation. Ça va commencer, en fait, la semaine prochaine. Deuxièmement, des commentaires ont été faits aussi sur le fait que, Emmanuel a été accusé de toutes sortes de choses, et puis, il y a eu une pénalité, puis là, il y a le vote de destitution, mais que d'autres personnes mêlaient à la chose, rien ne se passe à leur sujet. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des enquêtes qui sont en cours à la suite de plaintes au sujet de ces personnes-là, et que ça va aboutir incessamment, et qu'à ce moment-là, il y a des mesures qui pourront être prises. Okay. Donc, il y a des choses qui se font. On n'est pas au SEN passif, mais on prend des mesures proactives. Okay. Merci, monsieur. Je vais être très brève. Rania Ebner, encore une fois. Puis, j'ai juste une chose. On est à une époque où le travailleur moyen se fait attaquer de toutes sortes, les employés au fédéral en particulier. En particulier, tout ce que j'ai à dire, c'est au comité, puis à tous les membres dilettantes et autres, c'est « please grow up ». On ne peut pas se permettre d'avoir cette dissension constante et ces bickering et tout ça. Alors faites quelque chose et puis un petit peu de maturité, ça ferait du bien. On a besoin tous de travailler ensemble, alors faites ce qu'il faut. Si votre agenda est une carrière politique, allez la chercher ailleurs. OK. D'autres commentaires, questions? Commentaires. Any other comments? Hi, my name is... Bonsoir, je suis Anne Korisek-Nemec, je suis au SEN, je suis membre de l'équipe de négociation, je suis vice-présidente du local 503 de Statistique Canada. Tout le monde retient sa respiration à cause de tout ce qui s'est passé au SEN. À la table du SEN, je suis d'accord avec beaucoup des commentaires. Moi aussi, je n'arrive pas à croire jusqu'où on est allé et combien de temps ça a duré. Si je ne peux pas dire beaucoup de choses, au SEN, on est tous menacés de poursuites. Chaque fois qu'on dit ou fait quelque chose, c'est perçu négativement par d'autres. On obtient des plaintes. Ça aboutit à des plaintes. Il y a une plainte sur le processus du règlement 5. Il y en a d'autres. Donc, on se sent pris ou muselé. On ne peut pas rien dire. On ne peut pas participer à une conversation franche avec vous. Le problème que je vois que vous avez, c'est qu'on ne peut pas tout vous dire, tout ce qu'on sait. Parce qu'à cause des règles de l'organisation, les choses sont à huis clos. Parce qu'on parle de personnes particulières, de membres du personnel, c'est confidentiel. Moi, je voudrais vous dire tout, mais on ne peut pas. Et on est menacé de poursuite si on parle à d'autres. Je suis d'accord avec ce qui s'est passé dans les médias sociaux. Je suis d'accord, c'est allé trop loin, mais on ne peut pas s'exprimer, on ne peut pas vous parler. Je ne sens pas pouvoir représenter mes membres. À la CEP, on représente tout le monde, tous les membres de la CEP. À Statistique Canada, je ne représente que les membres de Statistique Canada. On est dysfonctionnel à cet égard. Et je crois le mieux qu'on a appris là, c'est quoi faire pour régler les choses, pour qu'on ait une voix, pour vous représenter comme il se doit, pour qu'on ne soit pas menacé de poursuite parce que certains n'aiment pas ce qu'on dit, parce qu'on n'a pas des conversations complètes. Tout ce qui est fait est traduit, minuté, etc. On essaie d'être tous des adultes. Et je finirai en disant, je ne suis pas contre tout ce que Manuel veut dire dans son programme. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont c'est fait. Ils parlent de leur côté, ils ne parlent pas à la table du SEN. Ils parlent sans doute de choses du SEN avec des gens qui ne sont pas, qui ne devraient pas écouter cette information, mais là encore, alors, on essaie d'aller au-delà de ce qui est raisonnable. Et en définitive, la transparence, la démocratie ne se produit pas la façon dont je la verrais. Si je pouvais tout vous dire, vous serez choqués et vous verriez que ça ne se fait pas. Je suis contente que vous soyez venu vous donner votre opinion. Moi, je la prends à cœur. Moi, j'aimerais laisser ça de côté, mais je dois vous dire qu'il y a encore un nombre de plaintes qui s'en viennent encore et on n'est pas au bout du compte, au bout du rouleau. Madame, à vous. Maureen Collins,
Oui, moi, je suis membre du CEN aussi, membre de l'équipe de négociation également, collective. Je le suis depuis le début. En 2013, je crois. Oui, ça va faire 3 ans. Et depuis février, quand on a lancé la pétition, on a beaucoup parlé de ce que là nous a distrait de la négociation. Voilà pourquoi on n'a pas de convention collective. Mais ce soir, on a dit, et je cite, que l'équipe de négociation est responsable pour faire des sondages, alors qu'on a dit pourquoi on s'en soucie à l'égard de l'opinion des membres. Alors, normalement, je ne prendrai pas la liberté de parler au nom de l'équipe de négociation, mais je vais vous dire 2 choses. Personne à l'équipe de négociation ne dirait jamais une telle chose sur les membres. On est là pour représenter les membres. On s'est porté bénévole pendant des heures. On a offert nos compétences. Beaucoup de nous ont travaillé à la table, dans les coulisses, le soir souvent. Et ça, c'est pour les membres. C'est pas pour nous en tant qu'individus. Donc dire cela, pourquoi on se soucie de ce que pensent les membres? Enfin, c'est ridicule et un peu insultant pour nous et pour les membres. Alors, ce que je veux dire aussi clairement, ce ne nous a pas distrait des négociations. On n'a pas de convention collective à cause du secrétariat du Conseil du Trésor. Et si vous suivez ce qui se passe dans ces négociations, vous savez que ce ne nous a pas distrait de notre capacité de négocier au nom des membres et d'arriver à une convention collective. Non, c'est pas franc du tout. Sinon, faux. Et peut-être on est à la table, on fait de notre mieux, on y va au Conseil du Trésor et on présente toujours un front uni. On fait le mieux qu'on peut pour les membres. Merci. Doug Hager, EDSC. Je veux dire que ce que tout cela a fait, ce processus politique, c'est que ça n'a fait que saper l'intégrité de la CEP. Tout ce qui est fait par ces plaintes, ça décourage les membres d'agir. Quelque chose qu'on essaie de construire et d'élargir. Moi, j'ai des membres qui m'ont dit qu'ils se seraient impliqués dans leur section locale et leur comité et nos comités, mais ils ont peur d'être en but au harcèlement, et surtout en ligne et autrement. Et ils ne veulent pas être attirés là-dedans. Donc la CEP est vraiment à une situation triste. Essayons de bâtir ce syndicat pour répondre aux défis dans un lieu de travail qui change. Continuons à faire avancer le programme progressif. Je veux que les membres veulent être impliqués, être fiers membres de la CEP. Soyons professionnels et allons de l'avant. Soyons mûrs également et allons de l'avant. Je dois dire que ma plus grande inquiétude, d'après ce que j'ai compris, dans le rapport de l'enquête, on a dit que Emmanuel a eu accès à des données dans un vote qui avait cours et qu'elle les a transmis à une personne qui était membre de l'autre équipe qui se présentait. Je crois c'est ce que dit le rapport. Et pour moi, ça montre un manque de jugement tellement flagrant. Et je n'ai vu aucune admission ou remords pour avoir accédé à des données en temps réel, à des données d'un vote qui avait cours, et au nom donc pour le faire au profit des gens de leur équipe. Donc moi je vous rappelle cette question: si la personne peut manquer de jugement à ce point-là, qu'est-ce qui peut se produire d'autre? Les statuts disent que la présidente peut interpréter les statuts comme il ou elle veut. Mais les statuts, c'est un pouvoir tellement absolu et c'est pourquoi c'est l'une des autres accusations n'a pas été fondue, d'après ce que j'ai compris en tout cas du rapport, c'est que l'une de ces accusations n'était pas fondée parce que même si on dit que vous ne pouvez rien faire dans les statuts, la présidente peut interpréter la Constitution. Bon, en fait, si vous hochez de la tête, je vais lire le rapport. On doit savoir que le règlement 12 permet les prêts aux membres et interdit les prêts aux membres de la CEP et d'autres parties. Article 9.3 stipule que c'est la seule responsabilité du président d'interpréter les statuts.
Ça, c'est une statue du rapport et vous l'avez. Hein? Pour moi, c'est un vrai problème. Bonsoir. Moi, je suis resté assis tranquillement pour tout le reste. Venant de Statistique Canada, où ils respectent la confidentialité et l'intégrité du scrutin, des données, des sciences, pour avoir accès à la base de données et donner ces données, ces résultats à quelqu'un qui est la campagne, je trouve que c'est tout à fait répréhensible. Merci. Michael Donahue de Santé Canada. Beaucoup d'entre vous savent qui je suis et beaucoup savent que se sont sans doute décidés. Bon, je n'étais pas sûre de prendre la parole ce soir, mais après avoir entendu certains commentaires, je veux dire quelques mots. Et surtout pour ceux qui regardent en ligne et peut-être regardent ça sur YouTube, je veux donner un peu de contexte autour de ma position. On a dit que je regrette la pétition, que je regrette tout ce processus. Oui, je regrette tout ça. Oui, maintenant. Ça, c'est ce que je regrette. Mais je ne veux pas que ce soit perçu. Certains vont peut-être penser que je soutiens Emmanuelle comme présidente. Je ne pense pas que Emmanuelle soit une bonne présidente. J'ai beaucoup d'inquiétudes avec ce qu'elle a fait. Mais si je n'aime pas la façon dont elle dirige l'organisation, je n'aime pas ce qui s'est passé depuis 8 mois encore plus. Et voilà pourquoi je regrette ce qui s'est passé. Je me suis présentée en disant que ce processus serait terminé en 1 mois. Je pensais que ce serait résolu en 1 mois, l'enquête, et ce serait terminé. Mais ça s'est traîné pendant 10 mois. Ça a été affreux. Et je crois que ça a été horrible pour les membres et pour beaucoup de personnes, pour Emmanuelle. Et voilà, ce n'est pas ce que je voulais. Je suis désolée qu'on soit ici. Mais ce qui s'est passé dans le passé, c'est dans le passé. Et le problème que je rencontre, que tous les membres rencontrent, c'est comment aller de l'avant. Et voilà pourquoi j'ai écrit une lettre, autant que je pouvais, pour dire à Emmanuelle et aux membres du SEN pour dire que cette situation est affreuse, il faut la régler, il faut faire quelque chose pour aller de l'avant et commencer à guérir. Alors, lorsque les membres voteront, je leur demande de garder cela à l'esprit. Quelle est la meilleure façon pour l'organisation de se guérir? Eh bien, j'espère que ma lettre commencera le processus. Ce que je vois ici ce soir, ce que j'ai vu dans certains courriels, ce que j'ai entendu de plusieurs personnes, eh bien, jugez pour vous-même. Il semble que voyez si c'est un processus de guérison ou non qui est entamé, mais je sais que c'est pas bien. Il faut vraiment qu'on dépasse la situation. Il faut voter. C'est pas si on aime Emmanuelle ou ses politiques. C'est pas ce qu'on doit penser de ceux qui l'ont attaqué. Ça devrait être une simple question. On a encore une année avant la prochaine élection présidentielle ou l'élection saine. Quelle est la meilleure façon de voter pour permettre aux syndicats d'avancer au mieux pendant l'année qui vient pour les membres? Merci, madame. Donc, je travaille dans les résultats et les livraisons, on l'appelle ça résultats et livraisons. Alors, moi, je suis pour la gestion de la performance, toute cette évaluation. Je m'occupe de responsabilité, de transparence. Alors, je veux simplement faire une petite vérification des faits. Je sais, en fait, clairement, que si on n'a pas de convention collective à l'heure actuelle, c'est parce que c'est à cause des partis avec lesquels nous négocions. Tout ce qui pense autrement, non, il n'y a pas de preuve. Tenez-vous-en aux faits et on trouvera notre chemin pour l'avenir. Les faits, bien que certaines des allégations ont été jugées non fondées, l'une l'a été. Et
la question qui a été jugée fondée, et je cite, oh là là, il faut que je remette mes lunettes. Le partage des résultats était impropre et contraire au règlement 3.1.5. Donc ça, ce sont des faits. Qu'il y a eu un autre parti à cela, ça ne change pas le fait que vous avez prouvé plus d'une fois que vous aviez des jugements, des erreurs de jugement qui vont au cœur même de ce que doit faire ce syndicat pour travailler ensemble. D'autres partis ont peut-être contribué à ce que vous faites, mais vous avez pris ces décisions. Vous êtes la dirigeante, vous devez être responsable de cela. Donc, tout type d'essayer de s'écarter de cette question, ça va continuer, ça va faire que le problème se poursuivra par la suite. Et je n'ai pas entendu parler de vision de votre part sur la façon de procéder à la suite. Alors, des étapes concrètes pour guérir, des étapes concrètes pour faire avancer le syndicat, où il doit aller pour ses membres, pour les représenter, pour s'entendre, pour faire le seul travail que vous devez faire vraiment, c'est représenter les membres. Je ne l'ai pas entendu de votre part. Et dernière question, dernier point. Désolé du ton de certains. Je l'ai entendu reproduit, renvoyé chez des gens qui se portent bénévoles pour travailler des heures ici. Il y a des choses qui se passent ici, mais si c'est bon pour les uns, ça doit être pour les autres. Mais alors, il faut arrêter, sinon, et avancer. Très bien. Alors, encore peut-être une intervention et peut-être qu'on devait arrêter. Très bien. Ce sera très court, mais c'est parce qu'on a entendu parler beaucoup du NEC, mais évidemment, le NEC a un rôle important à jouer. Alors, c'est pas surprenant qu'on le mentionne à plusieurs occasions. Je suis membre TR sur le NEC, mais pour moi, c'est pas un conflit entre le NEC comme entité, comme organe et notre présidente. Et j'ai l'impression que par moment, c'est ce qui est dit. En tant que des individus, certains individus peut-être au sein du NEC, qui siègent au sein du NEC, s'estiment en conflit peut-être. C'est possible, mais je pense que c'est important de reconnaître que comme organe, c'est pas une guerre NEC contre présidente. Ce qui a amené le NEC à dépenser beaucoup d'énergie, c'est une pétition et une plainte, puis tout ce qui s'en est suivi. Le NEC n'a rien initié et n'a rien souhaité de ça en tant qu'entité. OK, merci. OK. Alors, écoutez, we're going to wrap up. So I'm going to... Alors, on va terminer. Je vais demander à Emmanuel de nous faire part de ses derniers commentaires, de ses réactions. Et ensuite, il y a une motion dont on va s'occuper à la fin. De venir parler, que ce soit en ma faveur ou en ma défaveur. Je vais commencer par la fin. Donc, Jackie... les faits que tu as décrits, l'enquête, la manière dont elle a été faite, et puis ce qui est écrit dans le rapport, c'est qu'effectivement, j'ai réalisé un jour que j'avais accès à la base de données des membres et que j'étais, pas la base de données, mais à une partie de la base de données qui donnait accès à de l'information sur des votes qui étaient en cours. Cette découverte-là, elle a été faite. Yeah, I have 5 minutes, so remove 45 seconds of that. Cette découverte-là, elle a été faite et il y avait quelqu'un qui était dans mon bureau à ce moment-là, qui était mon allié, mon partenaire au travail, un membre de l'équipe de gestion du bureau et qui, quand je lui ai montré que j'avais accès à ça, m'a demandé d'imprimer quelque chose pour lui. Et par la suite, il m'a renvoyé un courriel 10 jours plus tard me demandant de vérifier si la situation au niveau des votes avait changé. Alors, cette personne-là
qui avait dit que peu importe l'issue de l'enquête, ne serait plus ici à la fin du processus, est toujours ici. Et je veux aussi répondre sur le fait que je n'ai pas proposé supposément de vision vers l'avant. Je pense que depuis le début, je n'arrête pas de dire que ce qui est important, c'est de remettre l'emphase sur la valorisation du rôle des sections locales, sur la présence effective de la CEP au sein d'une famille qui promeut la justice sociale, les droits des travailleurs plus généralement. Et ça, à mon avis, c'est des projets emballants pour notre association. Pour ce qui est de spécifiquement essayer de recoller les morceaux au sein du SEN, pour ceux qui ne le savent pas, moi, depuis le tout début de cette crise, j'ai offert la médiation. Au moins 5 fois officiellement, et personne n'a encore accepté. À l'invitation de Michael Donoghue, il suggérait dans ses recommandations que l'on essaie d'abandonner dans la mesure du possible les plaintes, les uns contre les autres. Moi, j'ai retiré ma plainte contre Michael Donoghue. J'ai fait ce geste-là. Je n'ai pas retiré toutes mes plaintes, c'est vrai. Mais je suis prête à le faire. Et contrairement à ce que certains ont pu mentionner, moi, je n'ai jamais fait aucune menace de poursuite judiciaire. Au contraire. Aujourd'hui même, je donnais une entrevue radiophonique à un poste de radio francophone où on me disait « Mais comment ça se fait que vous n'avez pas encore poursuivi en justice les personnes qui vous insultent en ligne? » Moi, je n'ai pas du tout une nature revancharde. Ce n'est pas dans ma nature. Oui, je suis passionnée. Oui, je peux me fâcher, mais je me défâche aussi vite que je me fâche. Et les gens qui ont supposément peur des poursuites juridiques, en tout cas, ce n'est pas de ma part qu'elles viendront, ces poursuites-là. Je n'ai pas envie de me faire une pièce avec ça et je n'ai pas envie de prolonger la souffrance. Donc oui, je n'ai pas arrêté de proposer la médiation. J'attends juste qu'on avance. J'ai même donné instruction à mon avocat de parler à l'avocat de la CEP afin qu'on trouve un médiateur ou une médiatrice pour le SEN. Alors, j'espère que ça va porter fruit. C'est tout.